À 4 heures 00, 57 camions s'arrêtent net, comme si la nuit avait reçu un ordre. Sous l'apparence d'une aide humanitaire, l'interception révèle une architecture logistique et financière si cohérente qu'elle impose une lecture stratégique plutôt qu'un simple réflexe policier. Que signifie cette scène pour les citoyens lorsque l'État, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, affirme pouvoir mesurer, expliquer et contenir une menace avant qu'elle ne dicte la peur collective? Si le convoi avait franchi la ligne, l'équilibre institutionnel, régional et narratif aurait basculé en un instant. Ce récit ne cherche pas l'effet de choc, mais une méthode. Il propose une lecture rigoureuse des éléments disponibles pour distinguer les faits traçables des interprétations rapides et pour comprendre ce que révèle réellement l'interception. L'objectif est double: mesurer la nature de la menace, puis évaluer ce que cette réponse dit de la capacité d'un État à détecter, documenter et neutraliser une opération complexe avant qu'elle ne devienne politique. Autrement dit, il s'agit de comprendre comment une crise potentielle se fabrique en silence et comment elle peut être stoppée sans nourrir la panique. La promesse est simple: suivre les preuves plutôt que les slogans. En avançant pas à pas, cette analyse montrera pourquoi un convoi de cette ampleur ne peut pas être accidentel, comment la latence institutionnelle crée des angles morts, et ce que signifie agir sans céder à l'urgence narrative. Une question restera suspendue: qui comptait profiter de cette nuit et pourquoi maintenant? Plus de 700 millions de dollars. C'est l'estimation d'une capacité militaire prépositionnée révélée par l'interception. En moins de 15 minutes, 57 camions sont immobilisés, signe qu'un verrou avait été préparé en amont et déclenché sans improvisation. Ce renversement oblige à relire la scène initiale. Avant l'aube du 16 août, les véhicules ne convergent pas par hasard. Ils partent de points distincts, avancent sans phare, puis se regroupent près de la frontière togolaise selon une synchronisation trop précise pour être fortuite. La logique est celle du compartimentage: réduire les signaux visibles, répartir les rôles, retarder toute alerte et ne rendre la masse perceptible qu'au dernier moment. Dès lors, la question n'est plus seulement: que transportait-il, mais comment cette convergence a-t-elle pu rester silencieuse si longtemps? À Ouagadougou, Ibrahim Traoré est informé heure par heure. Sa consigne est nette: éviter l'emballement narratif et privilégier la cohérence du dossier. Chaque camion devient une scène distincte. Chaque conducteur est interrogé séparément. Chaque numéro de série est consigné. L'objectif n'est pas de produire un moment médiatique, mais de construire une démonstration méthodique, suivre les itinéraires, croiser les flux financiers, identifier les relais possibles. Cette approche transforme l'opération en enquête systémique, où la preuve prime sur l'émotion. Le contexte régional renforce la gravité. Le Sahel connaît une circulation d'armes diffuses, mais rarement une architecture aussi dense et coûteuse. Ici, les indices évoquent une chaîne transnationale capable d'acheter, de stocker et de livrer à grande échelle, tout en se protégeant derrière une façade humanitaire. Le convoi devient la partie visible d'un plan plus vaste, et l'interception, un test de souveraineté documentaire. Prouver, par des faits traçables, qu'un État peut agir avant que la peur ne gouverne. Reste alors la dette de curiosité ouverte dès le départ. Quel acteur avait intérêt à transformer cette nuit en basculement politique? Le fil humain de l'interception passe par un officier de terrain, le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la région des Canaries. Depuis des années, il lit les routes comme un système vivant, attentif aux écarts d'horaire, aux ruptures de cadence, aux détails
aux détails minuscules qui signalent un passage anormal. Dans la nuit du 16 août, ce ne sont pas les camions eux-mêmes qui l'alertent d'abord, mais leur discipline, une synchronisation trop propre, des phares éteints, une avancée silencieuse qui trahit une préparation longue. Sous son commandement, 15 hommes se déploient rapidement, appuyés par 2 véhicules blindés légers et un drone militaire. Le dispositif reste sobre, presque invisible, mais suffisamment précis pour figer la file sans provoquer d'affrontement. Lorsque les premiers camions s'arrêtent, la perception change immédiatement. L'unité ne fait pas face à une irrégularité isolée, mais à une structure organisée qui accepte soudain d'être immobilisée, comme si l'ordre de ne pas tirer faisait partie du plan. L'ouverture des caisses marque un second choc. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves, conditionnées avec une rigueur industrielle. Pour Caboret, l'impact n'est pas seulement matériel, il est tactique. Ce qui est intercepté n'est pas une cargaison opportuniste, mais une capacité de basculement prête à être activée. L'effet se propage vite, du terrain vers Ouagadougou, déclenchant une coordination d'urgence et une consigne simple: préserver la preuve, éviter la panique, tenir la ligne. Une idée s'impose alors, sèche et sera immédiate. Stopper une menace change plus que la nuit. Avant l'interception, tout ressemble à une circulation ordinaire sur des axes secondaires. Des camions chargés de marchandises présentées comme humanitaires avancent par étapes, sans attirer l'attention immédiate. Pourtant, en amont, la mécanique est déjà en place. Les départs se font depuis des zones distinctes, à des horaires décalés, avec une convergence différée destinée à éviter de sonner trop tôt sur les radars. La masse n'est pas censée être visible avant la dernière phase. Chaque geste suggère une intention simple: rendre le volume invisible jusqu'au moment où il devient irréversible. Puis vient le déclencheur. À 4 Zozubero, la nuit change de texture. Les accès se ferment presque en même temps. Les routes secondaires sont coupées et les patrouilles avancent par segments, comme si un verrou avait été attendu et non improvisé. Le premier camion s'arrête, puis le second, puis le troisième. L'effet domino s'enclenche sans bruit. En moins de 5 minutes, la file se fige. En un quart d'heure, 57 véhicules sont immobilisés, sans échange de tirs inutiles. La rapidité ne tient pas seulement à la surprise, mais à la discipline. La capture intégrale est privilégiée sur l'interruption partielle, comme si l'objectif n'était pas d'empêcher un passage isolé, mais d'attraper la totalité d'un dispositif. Le moment de bascule se produit lorsque les bâches sont soulevées. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves, conditionnées avec une précision industrielle. Fusils alignés, grenades soigneusement emballées, roquettes disposées comme un inventaire déjà prêt. Le choc ne vient pas seulement de l'arsenal, mais de sa cohérence. Les volumes évoquent un dépôt militaire reconstitué, prêt à être déplacé, avec des pièces standardisées et une logique de distribution. Sur le terrain, la perception se transforme. L'unité n'a pas stoppé une cargaison irrégulière, elle a intercepté une capacité opérationnelle complète. À Ouagadougou, les premiers rapports remontent. Ibrahim Traoré coupe court à toute tentation de mise en scène. La consigne est nette: sécurisation totale du périmètre, zéro preuve détruite, zéro improvisation narrative. Les, for- les forces spécialisées sont dépêchées. Les équipes médico-légales prennent position. Chaque mètre est balisé et photographié. L'opération cesse d'être une simple interception. Elle devient un dossier. Les numéros de série deviennent centraux, non pour fabriquer une histoire, mais pour relier des objets à des itinéraires, et des itinéraires à des chaînes d'achat.
Les répliques ne tardent pas. Vers 13, certains conducteurs paniquent et tentent de fuir, révélant une intention claire. Quittez l'image avant qu'elle ne devienne preuve. Les chemins sont déjà bloqués. De nouveaux camions sont ouverts et l'ampleur dépasse les estimations initiales. Arsenaux complets, munitions massives, systèmes lourds conditionnés pour un déplacement rapide. Tout indique une préparation longue, une confiance dans le silence et une attente d'activation. La cellule de crise se réunit, des images satellites sont projetées et les itinéraires sont tracés comme une carte de flux. À ce stade, l'événement n'est plus une saisie, c'est une guerre stoppée avant son déclenchement. Dans les heures suivantes, l'onde de choc gagne l'espace public. Les médias relaient l'opération, les réseaux sociaux s'emplissent de récits concurrents et la population oscille entre peur et fierté. Pourtant, au cœur de cette agitation, une ligne de conduite demeure: préserver la chaîne de preuves pour empêcher que la peur ne prenne le volant. Car ce qui est en jeu n'est pas seulement ce qui a été arrêté, mais la capacité à prouver durablement que l'arrêt n'était ni un hasard ni un spectacle. D'un convoi suspect à une capacité militaire complète, la lecture bascule dès l'inventaire. La quantification ne sert pas à impressionner, elle sert à qualifier l'intention, puis à mesurer ce que l'interception empêche réellement. Dans ce dossier, 3 mesures suffisent à changer la nature de l'événement, parce qu'elles décrivent non seulement un volume, mais une architecture capable de durer, de se déployer et de produire un effet politique. La première mesure est brute. Environ 25 000 fusils de type AK-47 sont recensés, ce qui suffit à équiper plusieurs brigades et à maintenir une pression prolongée. Ce chiffre n'indique pas une intimidation ponctuelle, mais une logique d'occupation. La quantité suppose des stocks accumulés, des circuits d'achat répétés et une capacité de conditionnement standardisée. Dans le Sahel, la circulation d'armes est connue, mais un tel volume, rassemblé et transporté en bloc, décrit un projet. Tenir un territoire, contrôler des axes, imposer une présence durable. Le détail renvoyant à des stocks libyens post-2011 ajoute une couche stratégique. L'arsenal ne vient pas d'une source unique récente, il puise dans des résidus historiques et des marchés qui se reconfigurent depuis des années. La deuxième mesure affine la lecture. Près de 10 000 fusils M16 apparaissent dans l'inventaire, et cette diversité d'origine réduit la détection tout en stabilisant l'approvisionnement. Ici, l'enjeu n'est pas seulement l'existence d'armes, mais leur combinaison. Mélanger des familles différentes n'est pas un accident logistique, c'est une manière d'éviter un point unique de rupture, de disperser les traces et de rendre l'analyse plus complexe. Pour les enquêteurs, la présence de codes liés à des chaînes d'exportation européennes n'est pas un argument narratif, mais une piste documentaire. Elle suggère un réseau capable d'acheter, de stocker, de reconditionner, puis de livrer à grande échelle, tout en protégeant le centre décisionnel par la fragmentation des rôles. La troisième mesure change la gravité tactique. Plus de 400 missiles anti-aériens sont retrouvés, certains encore scellés, et ils peuvent nier l'accès aérien tout en paralysant toute riposte rapide. Ce type de système n'entre pas dans une logique de contrebande opportuniste. Il transforme l'équation sécuritaire en introduisant la possibilité d'une fenêtre de vulnérabilité, limiter la surveillance, contraindre les mouvements et forcer des décisions sous pression. En d'autres termes, ces missiles ne sont pas un surplus, ils rendent cohérente l'hypothèse d'un plan pensé pour protéger une manœuvre au sol et durcir un rapport de force, non pour produire un simple choc médiatique.
Pris ensemble, ces 3 mesures produisent une carte de capacité. Elles décrivent un arsenal assemblé pour durer, pas pour frapper puis disparaître. Elles impliquent un stockage pensé à l'avance, un conditionnement calibré et un transport conçu pour une activation rapide. C'est précisément là que la stratégie de preuve devient centrale. La décision d'Ibrahim Traoré d'exiger le croisement systématique des numéros de série avec des bases partenaires vise à couper 2 risques: l'erreur d'attribution et la bataille des récits. Plus la chaîne de preuves est nette, moins la manipulation dispose d'espace. La force des nombres se convertit alors en stabilité narrative. Reste, malgré la clarté des chiffres, une question lourde. Comment une architecture aussi massive a-t-elle pu converger si tard dans la détection? Et quels angles morts institutionnels a-t-elle exploités avant d'être stoppée? Deux interprétations concurrentes émergent dès que l'affaire devient publique, et les exposer sans caricature est indispensable pour comprendre la bataille du sens. La première, dite minimaliste, soutient que l'État aurait amplifié la menace pour consolider son autorité. Dans cette lecture, l'interception devient un levier politique. Un pouvoir fragilisé dramatise un épisode grave afin de ressouder l'opinion, marginaliser ses opposants et reprendre l'initiative médiatique. Les partisans de cette thèse ajoutent qu'en contexte instable, l'urgence sécuritaire permet de justifier des procédures exceptionnelles, créant un avantage intérieur. L'événement serait donc essentiellement domestique et la dimension géopolitique ne serait qu'un décor utile pour donner du poids au récit officiel. La seconde interprétation, dite maximaliste, affirme au contraire qu'il s'agit d'une ingérence extérieure organisée. Elle insiste sur la convergence de 57 camions, la diversité des provenances matérielles et la sophistication du camouflage humanitaire. Dans ce cadre, l'interception n'est ni un accident ni un trafic opportuniste, mais une opération concertée, planifiée sur plusieurs mois, conçue pour contourner les radars et reconfigurer un rapport de force régional. Le convoi ne serait qu'une pièce d'un mécanisme plus vaste où l'argent, les relais logistiques et certaines couvertures diplomatiques serviraient d'écran. Le test analytique n'est pas de choisir l'histoire la plus frappante, mais de déterminer laquelle explique le mieux l'ensemble des éléments disponibles sans forcer les faits. Or, plusieurs points pèsent lourd contre la lecture strictement domestique. D'abord, les preuves matérielles décrivent une chaîne transnationale cohérente. Numéros de série reliés à des stocks libyens post-2011, circuits d'exportation européens et assemblage d'armes de catégories très différentes. Ensuite, la méthode logistique, départs multiples, convergence tardive, compartimentation des rôles, correspond davantage à un schéma pensé pour réduire les signaux qu'à une improvisation interne. Enfin, l'aveu d'un chauffeur convaincu de transporter de simples pièces agricoles suggère une architecture où chacun sait peu, précisément pour protéger un centre décisionnel. La lecture minimaliste pourrait tenir si l'on ne disposait que d'un discours officiel. Mais ici, l'enquête repose sur des objets traçables et sur une cohérence de chaîne. Dans ces conditions, l'hypothèse la plus parcimonieuse n'est pas celle qui minimise, mais celle qui relie. Suivre la densité des preuves conduit à reconnaître une opération concertée, sans préjuger encore de l'identité finale des commanditaires, ni de l'ampleur exacte du dispositif restant en circulation. À ce stade, une phrase résume le basculement. Tout était écrit avant la nuit. À mi-parcours, un élément fait basculer le dossier. Un plan intitulé Démocratie restaurée apparaît accompagné de documents préparatoires et de décrets déjà rédigés pour l'après.
Ce n'est plus seulement une histoire de transport et de caisse, c'est l'ossature d'une prise de pouvoir pensée à l'avance. L'arsenal cesse d'être un simple moyen logistique et devient la garantie matérielle d'un calendrier politique. La découverte requalifie l'ensemble. Ce qui semblait une interception défensive ressemble désormais à la neutralisation d'un déclencheur. Présentés à Ibrahim Traoré, ces éléments déplacent immédiatement la stratégie. La priorité n'est plus uniquement de sécuriser un périmètre, mais d'empêcher la capture du récit par des narratifs concurrents. Les fichiers, les identités multiples et les échanges codés décrits par les enquêteurs dessinent un maillage où se croisent relais financiers, intérêts liés à la défense et couverture diplomatique. Rétrospectivement, le convoi apparaît moins comme une livraison que comme une clé destinée à rendre possible la suite. Le point médian tient donc dans ce déplacement. L'État passe de la réaction à l'exposition méthodique. La lumière devient une arme défensive parce qu'elle réduit l'espace de la manipulation. Pour les institutions nationales, l'effet est d'abord organisationnel. L'interception transforme une alerte en protocole durable, en imposant une discipline qui dépasse l'émotion du moment. Les chaînes de commandement se resserrent, la coordination interservice devient une routine et la gestion de la preuve passe d'un réflexe sécuritaire à une architecture administrative. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la ligne est claire, documentée avant de proclamer afin de réduire l'espace des récits concurrents. À court terme, cela renforce la crédibilité de l'État. À moyen terme, cela exige un coût, parce que la preuve ne se maintient que si elle est répétée, contrôlée et rendue vérifiable. Pour les entreprises, l'onde est paradoxale. D'un côté, la perspective de sanctions, de signaux de prudence extérieure et de tensions diplomatiques crée une incertitude qui pèse sur les importations stratégiques, les assurances et les chaînes logistiques. Les acteurs économiques doivent intégrer un risque politique plus visible, donc plus cher à couvrir. De l'autre, cette même visibilité peut attirer des partenaires alternatifs, intéressés par un cadre décisionnel jugé plus lisible et par une stabilité narrative fondée sur des dossiers plutôt que sur des slogans. Le résultat n'est pas un isolement mécanique, mais un réalignement. Certaines activités ralentissent, d'autres se redéploient, et l'économie apprend à composer avec un risque désormais cartographié plutôt que diffus. À ce stade, l'interception agit comme un révélateur. Elle modifie la manière dont la confiance se calcule. Pour les citoyens, l'impact c'est surtout psychologique et c'est là que la durée compte. Les images d'arsenaux interceptés produisent une émotion ambivalente. Fierté d'avoir évité le pire, mais effroi devant ce qui aurait pu advenir si la file avait franchi la frontière. Dans les villes comme dans les zones frontalières, la discussion change de nature. La sécurité n'est plus une abstraction lointaine, elle devient une expérience collective liée à des preuves visibles et à des procédures compréhensibles. Cette visibilité apaise autant qu'elle inquiète, parce qu'elle prouve que la protection fonctionne, tout en rappelant qu'elle n'est jamais acquise. Le coût émotionnel se mesure alors dans la vigilance quotidienne. Apprendre à distinguer une alerte utile d'une peur amplifiée. Pour la région, la conséquence est stratégique et s'étend au-delà de l'événement. Une opération stoppée à une frontière modifie les calculs des capitales voisines parce qu'elle démontre qu'une convergence lourde peut être détectée et neutralisée si les signaux faibles sont reliés à temps. Des audits internes sont lancés, des échanges de renseignements s'intensifient et de nouvelles coordinations apparaissent non par solidarité de principe, mais par intérêt partagé. Même les organisations régionales sont contraintes de reconnaître qu'une telle interception réduit le risque d'embrasement transfrontalier. Le signal envoyé est simple. La surprise n'est pas une fatalité,
mais une fenêtre qui se ferme si la preuve circule plus vite que la rumeur. Pris ensemble, ces 4 cercles montrent que l'affaire dépasse largement la saisie initiale. Elle reconfigure des comportements, des attentes et des alliances, en plaçant la preuve au cœur de la confiance publique. Sur l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent. Elles ne sont pas des prophéties, mais des cadres de lecture utiles pour penser sous contrainte, à partir des éléments déjà observables. L'idée n'est pas d'annoncer un futur certain, mais de mesurer ce qui pourrait changer selon la manière dont la preuve, la diplomatie et l'économie résistent à la pression. Dans un scénario de base, la stabilisation est progressive et incomplète. L'enquête avance par strates. Certains dossiers se consolident, d'autres restent fragmentaires, et l'appareil administratif apprend à tenir dans le temps. Les tensions diplomatiques persistent, mais elles restent contenues. Les partenariats se recomposent sans rupture totale. Les dispositifs annoncés après l'interception, audit permanent, coordination sécuritaire, traçabilité accrue, produisent des effets mesurés, parfois invisibles au quotidien, mais réels dans la réduction des angles morts. Si cette trajectoire prévaut, le pays tient sans transformer encore. La priorité devient l'endurance, c'est-à-dire la capacité à maintenir une méthode quand l'urgence médiatique retombe. Dans un scénario plus favorable, l'affaire déclenche un effet d'entraînement régional. La démonstration de capacité documentaire devient un précédent, encourageant un partage d'informations plus dense et des coopérations opérationnelles régulières. Les échanges intra-africains s'intensifient, les cadres de confiance s'élargissent et certains investissements se réorientent vers des projets dits souverains, perçus comme plus lisibles. Dans cette configuration, la transparence cesse d'être seulement défensive et devient un actif politique. L'État ne se contente pas d'avoir évité le pire, il gagne une crédibilité qui améliore sa marge de manœuvre. Pour Ibrahim Traoré, le bénéfice n'est pas symbolique mais structurel. Plus la preuve circule, plus la stabilité devient une ressource partagée plutôt qu'un coût isolé. Dans un scénario plus dur, une contre-offensive silencieuse s'installe. Elle ne prend pas la forme d'une confrontation directe, mais d'une érosion graduelle. Sanctions supplémentaires, pression financière, campagne de désinformation, hausse des coûts d'importation et tensions sur les chaînes d'approvisionnement. L'économie quotidienne se tend et la cohésion forgée pendant la crise est mise à l'épreuve. Si cette trajectoire s'impose, la stabilité dépendra moins de la force visible que de la capacité à garder la preuve lisible dans le temps, à éviter que le doute ne devienne un marché et à empêcher que les récits concurrents se substituent à l'enquête. Une recommandation traverse ces 3 scénarios. Raisonner en capacité d'anticipation plutôt qu'en réflexe de réaction. Si l'État continue à lier les signaux faibles, à documenter avant de proclamer et à transformer chaque alerte en routine, alors la vulnérabilité recule, même sans certitude absolue. Reste la question ouverte qui pèsera sur tout le reste. Qui cherchera demain à reprendre la main sur le récit? Au-delà des institutions et des scénarios, l'affaire se déploie dans la vie quotidienne à travers 3 cercles distincts. Chacun reçoit l'événement comme une expérience vécue plutôt qu'un simple fait d'actualité, et chacun révèle une manière différente de transformer la peur en vigilance utile. Un premier cercle réunit celles et ceux qui vivent la sécurité au jour le jour, soldats, enseignants, chauffeurs de nuit, familles des zones frontalières. Pour eux, l'interception n'est pas une abstraction géopolitique, mais une nuit qui aurait pu basculer en quelques minutes. Les images d'armes empilées produisent un mélange de soulagement et de gravité. Un geste simple mais décisif,
se détache. Partager l'information vérifiée localement sans amplifier la rumeur. Ici, la vigilance collective progresse lorsque chacun comprend le et le comment autant que le quoi, et lorsque l'attention aux détails remplace les conclusions hâtives. Un deuxième cercle concerne la diaspora et les observateurs éloignés géographiquement, mais proches émotionnellement. Confrontés à des récits internationaux simplifiés, ils cherchent des repères stables pour ne pas être entraînés dans des lectures polarisées. L'affaire devient alors un point d'ancrage méthodologique, des preuves, des procédures, des traces. Un pas concret consiste à comparer systématiquement les narratifs aux éléments documentés, puis à relayer des analyses fondées sur la chaîne de preuves plutôt que sur l'indignation ou l'enthousiasme. Cette posture ne dicte pas une opinion, elle protège la discussion. Un troisième cercle rassemble celles et ceux qui veulent comprendre les mécanismes: étudiants, journalistes, chercheurs, citoyens attentifs. Pour eux, l'événement offre une matière d'étude rare. Comment un réseau se cache? Comment une preuve se consolide? Comment une société réagit quand la menace devient visible? Un geste utile consiste à apprendre à poser la bonne question avant d'adhérer à un récit. Quelle preuve relie quoi? Quand cette question devient réflexe, la peur perd sa capacité à gouverner. Après la crise, la réponse annoncée s'organise comme une feuille de route destinée à convertir une interception ponctuelle en capacité durable. L'objectif n'est pas de célébrer l'événement, mais d'institutionnaliser une méthode, détecter plus tôt, documenter mieux et réduire l'espace laissé aux narratifs concurrents. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette logique privilégie des actions mesurables plutôt que des proclamations. D'abord, sécuriser la chaîne du renseignement. Chaque poste frontalier doit disposer d'un dispositif de détection connecté et d'un officier d'analyse dédié afin de repérer les convergences tardives et les ruptures de cadence. La mesure de suivi est opérationnelle, la capacité à bloquer un schéma similaire avant sa phase finale. Ensuite, renforcer les unités de terrain par formation et équipement ciblés. Les armes saisies ne sont pas traitées seulement comme un butin, leur gestion alimente un fonds destiné à équiper les gardes-frontières, améliorer la disponibilité opérationnelle et augmenter le nombre d'unités formées. Ici, l'indicateur est que concret: fréquence des patrouilles efficaces, rapidité de déploiement et baisse des zones aveugles. Puis vient la création d'un pôle judiciaire spécialisé pour les crimes transnationaux liés au flux d'armes. Il vise à accélérer l'instruction tout en consolidant des dossiers capables de résister au temps et à la pression politique. L'évaluation repose sur deux critères: rapidité de traitement et solidité des preuves. Quatrième étape: renforcer la coopération régionale par des partenariats réguliers de partage d'informations et d'opérations conjointes, mesurés par la continuité des échanges, même en période de tension. Enfin, inscrire cette méthode dans une éducation civique, apprendre à distinguer le spectaculaire du vérifiable et faire de la preuve une habitude publique. Car c'est là que se joue la fermeture de la dernière boucle. Quand la société s'est demandé comment le sait-on, la manipulation recule. Dans les dernières heures, une image remplace les discours. Le métal chauffe, rougit, puis coule, comme si la peur suivait le même chemin en perdant sa forme. Ce qui avait été conçu pour dominer devient matière brute, promise à un autre usage. La transformation est lente, visible, irréversible, et elle dit plus qu'un communiqué.
Ce qui a été arrêté peut aussi être converti à condition de tenir la preuve jusqu'au bout. Le capitaine Moussa Kaboré réapparaît alors comme le fil discret du récit. Il tient d'un fragment fondu, souvenir compact de la nuit du 16 août, quelques minutes de décision, une synchronisation suspecte, puis la route fermée avant l'irréparable. Autour de lui, des regards silencieux comprennent sans explication. La victoire n'est pas spectaculaire, elle est pédagogique. Elle montre qu'une menace peut être stoppée, puis transformée si l'attention précède la panique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette scène avec une lucidité épuisée. Rien ici ne relève de l'héroïsme facile. La leçon est plus exigeante. La souveraineté ne tient pas à un instant, mais à la répétition de la preuve. Elle se construit quand un État accepte de documenter encore et encore, sans céder à la tentation du récit commode. Une phrase peut alors servir de clou final sans emphase. La preuve répétée crée la confiance durable. L'histoire du 16 août ne se prolonge pas comme un slogan, mais comme une invitation à la maturité civique. Ce qui a été montré n'est pas une victoire définitive, encore moins une promesse d'immunité. C'est une méthode rendue visible. Relier des faits, consolider des preuves, accepter la complexité sans la réduire à un récit commode. Dans une époque saturée d'images rapides, ce choix a une portée sociale. Il rappelle que la confiance publique ne naît pas de l'emphase, mais de la cohérence répétée, et que la souveraineté se mesure autant dans l'administration que dans le courage. Prolonger ce récit peut rester simple, en parlant sans invective, en comparant les faits aux narratifs concurrents, en gardant l'habitude de demander comment une affirmation est reliée à une preuve plutôt que de réagir à la vitesse. Ces gestes modestes n'alignent pas les opinions, mais ils élèvent de la discussion. Ils prolongent, au-delà d'Ibrahim Traoré, l'idée centrale: une société gagne en stabilité quand elle refuse les raccourcis. La question demeure ouverte au-delà d'un pays et d'une nuit: comment transformer une crise en vigilance durable sans laisser la peur guider la suite?